Bonjour à tous. Écoutez, ça fait chaud au cœur sur un sujet de ce type d'avoir autant de monde dans la salle et j'espère que ça préjuge, comme l'a dit Claude, d'une forte mobilisation aux européennes parce que, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Aline, c'est vraiment un sujet fondamental sur les questions de réglementation prudentielle, le rôle du Parlement. Donc moi, je vais vous introduire la question du too big to fail, c'est-à-dire trop gros pour les banques trop grosses pour faire faillite. C'est un problème qui est particulièrement aigu dans l'Union européenne, c'est-à-dire ces institutions financières systémiques qui ont une taille telle ou un degré d'interconnexion tel ou une complexité telle qu'on ne peut les laisser faire faillite. Parce que nos systèmes bancaires en Europe, non seulement on a une finance hypertrophiée, mais en plus cette finance est portée par des mastodontes financiers qui mixent deux types d'activités, des activités de banque commerciale qui doivent bénéficier de la garantie publique, c'est-à-dire la collecte de dépôts et l'octroi de crédit, et des activités de banque d'investissement ou de banque de marché qui, à notre sens, ne doivent pas bénéficier de la garantie publique. Or, on a vu avec cette crise que ce modèle de banque universelle, quand il est atteint par la crise, peut totalement plomber les finances publiques durablement et donc impliquer y compris les générations futures, simplement par le renflouement de la finance. Ce modèle de banque universelle crée des incitations perverses, des incitations aux prises de risques excessives, tant du côté du passif des banques, c'est-à-dire de leur structure de financement, qui est trop centrée sur les marchés, trop à court terme, que du côté de leur actif, c'est-à-dire dans leurs incitations à correctement sélectionner leurs actifs. Tout cela crée et favorise une mauvaise allocation du capital des banques qui se fait au détriment du financement de l'économie réelle. Les réglementations actuellement à l'œuvre, et notamment la réglementation sur le capital et la liquidité des banques, BAL 3, CRD 4 dans le cas de l'Union européenne, se révèlent inefficaces à résoudre cette question particulière du too big to fail et donc à délier les mains des États face à ces banques systémiques. À notre sens, seule une réforme de la structure des banques est à même de constituer une réponse adéquate, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, à réduire la question du too big to fail, et donc à redonner des marges de manœuvre aux États. Nous attendons donc des eurodéputés européens qu'ils soutiennent une réforme ambitieuse de la structure des banques, réforme ambitieuse de la structure des banques qui devra répondre à des règles précises, c'est-à-dire des seuils d'application prédéfinis, avec une liste d'activités à séparer, quelle que soit la forme de la séparation, et ça on pourra en discuter, qui ne soit surtout pas laissée à la discrétion des autorités de régulation nationale qui, comme l'a exprimé Aline tout à l'heure, défendent systématiquement leur industrie nationale, pensant à tort que l'intérêt de ces mastodontes financiers correspond à l'intérêt des États. Et ce faisant, il nous semble qu'il faut aller vers cette séparation en instaurant ce qu'on appelle des murailles de Chine, c'est-à-dire des règles qui évitent des transferts de capital et de liquidité. Une telle réforme permettra de cantonner les garanties de l'État à la seule banque commerciale, de desserrer ce faisant le rationnement du crédit et donc de mieux financer l'économie réelle, de limiter les subventions dont bénéficient ces banques. Elles ont été quantifiées récemment par le FMI pour les banques européennes à 300 milliards par an, de mieux tarifer les risques, de réduire donc les risques, les prises de risques excessives et donc le volume d'activités très risquées. Dans la mesure où on n'offrirait plus de garanties aux activités de marché, ça permettra d'éviter que ces banques systémiques alimentent le shadow banking comme elles le font aujourd'hui et donc fassent gonfler le fameux système bancaire parallèle. Ça permettra de réintroduire de la concurrence dans le marché bancaire qui jusque-là est dominé par des banques systémiques. En France, 4 banques systémiques. De ce point de vue-là, on est presque champion du monde.
En réduisant la taille et en simplifiant la structure des groupes bancaires, ça permettra de faciliter la résolution de ces institutions systémiques. Ce faisant, c'est totalement complémentaire au projet d'union bancaire. Et ce faisant, et je terminerai par là, une réforme structurelle doit être conçue de manière à réduire le poids politique des banques qui sont actuellement à même de bloquer toute réforme les concernant. Il y a donc un problème démocratique qui sera traité dans le second débat, alors que ces réformes sont plébiscitées par les citoyens. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Dominique. Bien, bonsoir. Je m'adresse donc aux candidates et aux candidats au singulier. Un homme pour 3 femmes, dans un monde de la finance qui est plutôt dirigé et gouverné par les hommes. C'est intéressant, ce panel. Donc, je ne sais pas s'il faut interpréter cela, si c'est un hasard. En tout cas, voilà. Alors, comme pour la session suivante, on va poser des questions aux candidates et aux candidats. En ce qui concerne la question de la structure des banques, on va vous poser 3 questions en essayant de raisonner sur le diagnostic que vient de faire Laurence et aussi sur les propositions susceptibles donc de résoudre, en tout cas d'améliorer les menaces liées aux structures actuelles des banques. Alors d'abord, la première question qui concerne le diagnostic est la suivante. Est-ce que vous acceptez le diagnostic selon lequel les 4 principales banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, sont des banques systémiques? C'est-à-dire que celles-ci sont trop grosses pour faire faillite et qu'elles ont 3 effets négatifs majeurs sur l'économie. 1, un danger pour la stabilité du système bancaire. 2, qu'elles limitent la concurrence au détriment des usagers. Et 3, qu'elles ont un pouvoir politique excessif qui contribue à bloquer les réformes. Ça, c'est la première question. Donc, sur le diagnostic. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Deuxième question, si vous acceptez ce diagnostic, on verra si vous l'acceptez, êtes-vous d'accord pour réduire la taille des grandes banques systémiques françaises et européennes? Êtes-vous d'accord pour réduire cette taille? Troisième question, qui est reliée aux précédentes, êtes-vous d'accord pour séparer les activités de banque commerciale et les activités de banque d'investissement, ce qui réduirait forcément la taille des banques, éliminerait les effets négatifs que je viens de mentionner, et rendrait, comme l'expliquait Laurence, opérationnel le mécanisme de résolution unique qui est actuellement envisagé à l'échelle européenne. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de résolution, de mise en faillite sans que ceci menace notamment les finances publiques. Voilà. Et à titre subsidiaire, ça sera la question 3B, si je puis dire, à ce titre, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de la Commission européenne, plus particulièrement présentée par le commissaire Barnier? Est-ce que cette proposition qui consiste à sanctuariser précisément les activités dans les banques universelles qui sont jugées de nature spéculative et donc dangereuses, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition et vous engagez-vous à la défendre, voire à la renforcer et à l'améliorer si vous êtes élu? Voilà. Donc, la règle du jeu, si vous voulez bien, c'est de vous donner la parole. Évidemment, vous êtes là pour ça et on est très impatient d'entendre vos réponses. Le temps est court, comme ça a été dit par Laurence, mais rappelez-vous que nous avons 3 séquences. Cette première séquence, la deuxième où on parlera de la démocratie bancaire et financière, et la troisième où vous aurez un débat plus large, où vous répondrez aux questions notamment de la salle et aux journalistes. Donc si vous n'avez pas le temps dès maintenant de tout dire, évidemment, vous pourrez le faire ultérieurement, soyez-en assurés. Donc on vous demande de respecter le temps maintenant de 5 minutes chacune et chacun, si vous voulez bien. Je sais que c'est peu vu l'ampleur du sujet, mais on peut déjà dire des choses en termes de propositions, d'accords ou de désaccords avec notre diagnostic. Voilà, et donc je vais donner la parole en premier à Eva Joly, si elle le veut bien. Vous pouvez venir. Oui, vous restez là, si vous préférez. Très bien. Oui, c'est peut-être plus convivial de rester là avec les autres. Bonsoir d'abord à toutes et à tous. Je suis très impressionnée par votre nombre pour un sujet aussi ardu, mais aussi important pour notre vie ensemble. Alors, la réponse au diagnostic posé en ce qui me concerne, je suis complètement d'accord. Nous avons 4 banques systémiques qui sont too big to fail. Et nous avons bien vu en 2008
ce que cela coûtait. Nous avons vu pour l'Europe le coût, c'est 25 millions de chômeurs de plus, et c'est dans les 2000 milliards de coûts. C'est 20% de PIB. Aux États-Unis, à peu près la moitié. Je me souviens en Islande, qui était un des premiers à voir leur banque faire défaut, que le dernier rapport du FMI avait noté que l'Islande, implicitement, garantissait leur banque. Il n'avait pas regardé que le PIB de l'Islande était de l'ordre de 13 milliards de dollars, alors que les engagements bancaires étaient au-delà de 100. Il n'avait pas regardé non plus la commission bancaire islandaise, qui était composée de 35 personnes, dont la moyenne d'expérience était d'à peu près 3 mois. Donc, on a bien vu que tout le monde continuait à prêter aux banques islandaises, y compris la Banque centrale européenne, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient la garantie de l'État. Donc, ça a des conséquences tout à fait catastrophiques. Nous savons aujourd'hui que l'univers bancaire est aussi un énorme casino, que le montant des contrats sur le produit dérivé est 12 fois le PIB mondial. Cela ne fait pas sens. Les banques, à peu près 10% de leur activité ou de leur bilan sont des prêts pour les entreprises et 12% pour les particuliers. 78% donc, c'est des activités spéculatives. Je vous ai amené le chiffre, et je ne vais pas me plonger vraiment dedans, mais je peux vous dire que cette réforme, elle va être terriblement difficile à mener à bien parce que la Société Générale ou la BNP, leur résultat dépend complètement des produits spéculatifs. J'ai regardé particulièrement l'année 2008, qui est l'année évidemment très importante, et c'est aussi l'année Kerviel. La Société Générale, en 2008, avait gagné 16 milliards sur le produit spéculatif. Et son résultat en 2008 était de 4 milliards. Donc, les pertes auraient été tout à fait significatives sans cette contribution. La BNP, la même année, les instruments dérivés, c'était 22 milliards de bénéfices et les pertes étaient de 10 milliards. Donc, on voit bien que sans les produits dérivés, excite les chiffres noirs et excite les bonus. Parce que ces banquiers, malgré les pertes qu'ils ont entraînées pour notre économie, leurs dirigeants, les mêmes qui étaient là au début des années 2000, qui ont été condamnés à de multiples reprises parce qu'ils ne respectent pas les règles. C'est quelque chose qui les caractérise. Et ils ont été condamnés pour manipulation du Libor, par exemple. Je veux dire, ils ont été condamnés aux États-Unis pour escroquerie. Et les dirigeants sont toujours là. Et leurs bonus ne se sont jamais aussi bien portés qu'aujourd'hui. Donc, nous n'avons rien réglé. La France, avec son ministre Moscovici, a proposé une loi qui est du pipi de chat, qui ne sépare rien du tout. Je dois m'expliquer sur le fait que nous, le groupe Europe Écologie Les Verts, nous l'avons voté au Parlement. Nous l'avons voté parce que nos députés ont très bien travaillé et qu'ils ont négocié ce qui pour nous était très important, la transparence et l'obligation pour les banques de déclarer pays par pays leurs bénéfices, le nombre de salariés et les impôts payés. Et je dirais une certaine naïveté parce qu'on nous expliquait que c'était un premier pas. Et puis, nous en avons tiré les conclusions. Mon temps de parole est épuisé. Donc, l'engagement que moi je prends, c'est évidemment de porter... Ah oui, je voudrais dire que c'est vraiment dommage que le candidat de la commission du PPE ne soit pas M. Barnier, qui
qui a fait, parce que leur candidat, c'est Jean-Claude Juncker, qui est un lobbyiste ambulant pour le secteur bancaire. Merci pour votre présentation, donc qui lance vraiment le débat. Merci pour cette présentation qui lance vraiment le débat. Madame Constance Le Grip, est-ce que vous voulez bien prendre la parole maintenant à votre tour? Merci. Merci, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Alors, je prends d'autant plus volontiers la parole après Madame Joly, que celle-ci a terminé son propos par un hommage vibrant au commissaire Barnier, à l'excellent travail réalisé par le commissaire Barnier et auquel le soutien du Parlement européen n'a jamais manqué. Avant que de répondre, je voulais quand même très rapidement revenir, sans entrer dans les détails, vous les connaissez mieux que moi, mais quand même revenir sur l'intensité du travail de régulation et de supervision de la sphère financière et de la sphère bancaire qui a été menée sous la mandature qui s'achève. On partait quasiment d'une feuille blanche et nous avons avancé dans des proportions et avec un rythme tout à fait inédit. Et il faut en rendre grâce en grande partie à Michel Barnier qui, avec opiniâtreté, a su, texte après texte, directive et règlement après directive et règlement, convaincre cette instance collégiale qui est la Commission européenne. Aucun commissaire européen ne peut rien proposer seul s'il ne fait pas endosser ses projets de directive et ses projets de règlement par l'ensemble de ses collègues. Et donc, cette volonté de régulation, de supervision, de remise, je dirais, dans le bon sens de la finance, c'est-à-dire la remettre au service de l'économie réelle, il a su, avec force de conviction et persuasion, en convaincre ses collègues commissaires. Et donc cette Commission européenne sortante, elle est bien, elle est devenue régulatrice et elle a bien voulu accepter de superviser et de réguler. Et puis le Parlement européen était là et a tout le temps appuyé, soutenu, encouragé, accompagné, je dirais, Michel Barnier, même dans les moments où il pouvait y avoir des passages plus difficiles. Alors bien sûr, le projet européen, c'est un projet fait de compromis, c'est un projet fait d'avancées qui se font forcément ensemble, donc on est amené à faire de temps en temps des concessions, des compromis. Donc l'architecture bâtie en matière de supervision, de régulation, qui est quand même phénoménale, qui fait qu'on est allé beaucoup plus loin que toutes les autres zones du monde. Dans les engagements pris au G20, c'est quand même l'Europe, ben oui, mais enfin c'est un début de régulation et de supervision. Je suis désolée, ça n'est pas faire justice au travail du Parlement européen que de nier le travail réalisé. On n'est pas dans un monde parfait, on n'est pas dans un monde de bisounours, j'en suis parfaitement consciente, mais enfin l'utopie est quelquefois quelque chose qui est difficile à atteindre du premier coup, vous le concéderez, et donc il faut avancer de manière pragmatique et réaliste dans un monde qui n'est pas, encore une fois, un monde de bisounours, et l'Europe n'est pas une île, voilà. Et donc il a fallu aller souvent sur des chemins, avec des accords, des compromis, des pas de deux, c'est vrai, de temps en temps, et les choses ne sont pas parfaites, et donc il faut continuer le travail de remise en ordre de la finance et de lutte contre les dérives de la finance. Alors, la proposition que présente le commissaire Barnier, dont moi aussi je regrette qu'il n'ait pas été investi par le congrès du PPE, mais enfin, il s'est battu comme un beau diable, et nous, avec lui, ça n'a pas suffi. C'est la démocratie, 60-40%, c'est quand même un beau résultat, mais voilà, peut-être certains lui ont-ils fait payer justement certaines de ces réalisations. Eh bien, cette proposition de directive, et de règlement, les futures lois, si nous allons jusqu'au bout du processus, à mon sens, à ce stade, mérite quand même d'être étudiée avec à la fois attention et circonspection. C'est récent. Moi, je ne suis pas membre de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Je n'ai pas encore commencé à décortiquer. Le travail de fond, en réalité, n'a pas encore vraiment commencé. On sait que ce sera le prochain Parlement qui aura à travailler sur ces projets de directives et de règlements. Il faudra certainement les regarder d'assez près. Je crois que la consultation va devoir s'ouvrir et que, bien évidemment, il y a déjà beaucoup d'échos qui se font jour, beaucoup de parties prenantes qui commencent à se faire entendre, mais qu'au sein du Parlement européen, il faudra vraiment canaliser et écouter, je dirais, d'une manière tout à fait organisée et volontariste. Alors, je voulais aussi terminer. Je ne suis pas venue seule. Je suis venue,
la suprématie féminine sur cette table ronde est certainement tout à fait significative et signifiante. Mais enfin, moi, je suis venue avec un autre candidat, parce que la politique, vous le savez, est un sport collectif. On ne fait rien tout seul. Donc, je suis venue avec un autre candidat qui appartient à ma famille politique, qui est candidat avec Alain Lamassoure et moi sur la liste que présente l'UMP, et qui pourra certainement compléter, parce que lui est, contrairement à moi, un technicien de la finance et pourra certainement répondre à des questions très précises. Un technicien de la finance, bon, dans ses vies antérieures, il a eu plus à connaître que moi, qui n'ai pas eu à travailler sur ces sujets précisément, des tenants et aboutissants du sujet. La réponse, nous travaillerons la proposition Barnier et on regardera l'interdiction pure et simple, l'une des hypothèses, l'interdiction pure et simple, par exemple, du training pour compte propre, me semble être légèrement irréaliste et légèrement utopique dans le monde tel qu'il est. Moi, je ferai très attention à ne pas affaiblir, désavantager et rendre moins compétitives les banques européennes, notamment par rapport aux banques américaines, aux banques japonaises et aux banques chinoises. Nous vous remercions. Bien, donc je donne la parole maintenant à Éric Coquerel. Merci. Bien, merci. En même temps, je viens de voir qu'il faut vous regarder pour savoir quel temps il reste. Donc, je n'avais pas compris les règles du jeu. Je vais essayer de répondre aux questions. D'abord, oui, est-ce que les 4 principales banques françaises sont systémiques ? Oui, elles le sont. On peut même dire que certaines d'entre eux détiennent certains records en termes de spéculation sur les dettes souveraines, je pense à la BNP notamment, par rapport à l'État grec, que certaines détiennent des records sur de la spéculation, des produits de spéculation toxiques, que certaines, à travers leurs filiales, si ce n'est toutes, pratiquent les paradis fiscaux, et enfin qu'elles sont toutes spécialisées dans ce très beau terme qui en réalité ne signifie que la vision, je dirais, légale, entre guillemets, parce qu'on est toujours aux frontières de la légalité, de l'évasion fiscale qui s'appelle l'optimisation fiscale. Bon. Donc ces 4 banques sont effectivement trop importantes, elles sont systémiques, et pour répondre à la première question, oui, effectivement, il faut faire en sorte de réduire leur influence. Mais je dirais que le problème est global, parce que ça a été posé tout à l'heure, j'entendais le professeur qui introduisait sur le regret finalement que ces étudiants choisissent la question de la finance. Ce dont il est question, c'est de définanciariser le système économique sur lequel nous vivons. C'est-à-dire de faire en sorte que la finance n'ait plus effectivement le pouvoir absolument extravagant à travers les banques qu'elle a aujourd'hui sur les citoyens, sur les peuples et sur les États. Bon. Et dire ça, c'est en même temps dire que ce n'est pas un droit naturel, ce n'est pas tombé comme ça du ciel. C'est que si elles ont le pouvoir, c'est qu'on leur a laissé le pouvoir. Bon. C'est la première chose. Alors dire ça en même temps, d'ailleurs, c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'une autre politique est possible. À partir de là, il faut signaler que malheureusement, la crise financière de 2008, parce qu'en plus, leur crise, nous la payons aujourd'hui, elle n'est pas derrière nous. C'est-à-dire qu'aucune des choses, aucun des problématiques systémiques qui ont expliqué la crise financière et qui a dégénéré en crise économique et sociale que nous subissons, ou en tout cas pas les financiers, mais les salariés, les chômeurs de l'Union européenne, à hauteur de 23 millions aujourd'hui, sans compter les travailleurs précaires, eh bien, cette politique, elle est due principalement parce qu'à partir de 2008, nous avons socialisé leurs pertes à hauteur de 1 600 milliards prêtés directement par les États, plus 1 000 milliards qui étaient directement prêtés par la Banque centrale européenne à 1%, ce qui a permis en plus à ces banques ensuite, je parlais notamment de la BNP tout à l'heure, notamment par rapport à l'État grec, de spéculer après sur la dette souveraine de l'État grec à 7-8%, avec cette situation absolument extravagante, révélée par Attac, je crois, Autriche, qui explique que les premiers remboursés et qui explique pourquoi la dette grecque continue à exploser, eh bien, ce sont ces mêmes spéculateurs, ce sont ces mêmes emprunteurs qui se voient aujourd'hui à 77% rempruntés par l'argent même qu'ils prêtent à l'État grec. Donc, on a effectivement un pouvoir absolument exorbitant qu'il faut réduire, qu'il faut réguler. Alors, troisième question, est-ce que ce que propose M. Barnier est suffisant ? Non, évidemment. Je dirais que au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc par rapport à la loi bancaire dont Eva tout à l'heure parlait,
avec un terme que je rejoins, je pourrais dire qu'on pourrait parler de loi Croupion, qui a même fait rire les banquiers qui sont venus, si on se rappelle, au niveau de la commission des finances, au niveau du Parlement, qui les a fait rigoler tellement ils ont expliqué que ça n'allait influer en rien, en réalité, sur leurs activités, tellement c'était croupion. Par rapport à cette loi bancaire française, c'est quelque chose qui, effectivement, permet des avancées. D'ailleurs, on me permettra de regretter qu'en janvier, on ait quand même un gouvernement soi-disant de gauche qui, par la parole de son ministre des Finances, Christian Moscovici, par la parole de Christian Doyer, on se demande bien de quoi il se mêle, le président de la Banque de France, ait cru bon donner des leçons au niveau de M. Barnier pour lui expliquer que ça allait trop loin, soi-disant, en raison d'une concurrence avec les établissements du Royaume-Uni. Moi, je pense, ça sera le deuxième débat, que c'est plutôt en lien avec les intérêts propres, malheureusement, de trop nombreux hommes politiques aujourd'hui avec le domaine de la finance. Bien. Donc, oui, ça va plus loin que ne le proposait cette loi Croupion en termes de, grâce à la filialisation, à une incitation, parce qu'on parle d'incitation de 340 établissements sur 6000 qui pourraient être incités pour filialiser sous forme de filiale la séparation des activités de dépôt et des activités de spéculation, sur également l'interdiction faite aux banques de spéculer sur des fonds propres. Donc il y a des avancées, mais c'est évidemment pas suffisant. Bon, c'est évidemment pas suffisant parce que je dirais que cela reste une goutte d'eau par rapport à l'emprise financière qui reste d'actualité aujourd'hui dans l'Union européenne. Bon. Si on voulait, à partir de là, puisque c'est la dernière question, qu'est-ce que nous ferions si l'on voulait vraiment faire en sorte quelque chose par rapport à la finance, et là je ne serais pas d'accord avec la députée européenne qui m'a précédé, quand elle dit que nous vivrions dans un espace géopolitique qui pourrait donner des exemples au monde entier. Ce n'est pas vrai. Je vais donner un exemple. Le plus frappant, c'est qu'il faudrait une banque centrale européenne qui soit mobilisable, qui ne soit pas indépendante du pouvoir politique, qui puisse prêter directement aux États, au lieu de prêter aux banques pour leur permettre de spéculer. Et ça, sans qu'elle soit forcément d'ailleurs dépendante des pouvoirs politiques, mais que ce soit la Banque fédérale américaine ou la Banque centrale japonaise, nous avons des leçons à prendre, c'est paradoxal, par rapport à ces pays réputés plus libéraux. Donc c'est la première chose que nous devrions faire. La deuxième chose, c'est que le mécanisme européen de stabilité à hauteur de 60 milliards, c'est une goutte d'eau qui est mise, et en plus, c'est une goutte d'eau, et en plus, enfin, ça reste une goutte d'eau si on compare, par exemple, au compte de la BNP au niveau de 200 milliards, et ça équivalait aux seules problématiques des banques grecques en 2012, aux banques espagnoles, pardon. Donc c'est une goutte d'eau. Et la troisième chose, je crois, qui me permet aussi de le dire, c'est évidemment le fait qu'il n'y ait pas, je conclurai là-dessus, parce que c'est la question qui était posée, il n'y ait pas véritablement de séparation des activités bancaires qu'il faut absolument exiger. Tant qu'il n'y aura pas cette séparation, tant que la Banque centrale européenne sera indépendante, tant que nous n'aurons pas une économie qui sera tournée vers les activités économiques, la relance de l'activité, et non pas la spéculation, eh bien on n'y arrivera pas. Et ça, pour cela, et je conclurai là-dessus, comme ça je pense que j'éviterai le 0 minute, je rappellerai qu'à mon avis, pour cela, on ne peut pas malheureusement, il faut le faire, il faut tenter de le faire à l'intérieur du Parlement, mais on ne peut pas penser que nous pourrons réformer un système qui, de par ces traités, interdit en réalité cette réforme, puisque je rappelle, notamment par exemple à travers l'article 63 des traités de fonctionnement de l'Union européenne, que de manière intrinsèque, la libéralisation des échanges financiers est quelque part fondateur aujourd'hui de l'Union européenne que nous vivons. Donc il faudra désobéir aux traités si nous voulons véritablement définanciariser et enlever le pouvoir aux banques. Merci. Donc, je donne la parole à Pervenche Berès, en vous remerciant à nouveau de participer à ce débat. Merci beaucoup. Merci à Finance Watch et à l'ensemble des associations. Pour moi, c'est un petit bonheur de voir une salle comme ça, parce que c'est la conscience que le combat que je mène au Parlement européen avec d'autres, il est en phase, il est en écho avec beaucoup dans mon pays, et ça me fait chaud au cœur. Avant de rentrer dans le dur de votre sujet, 2 mots. D'abord, pour dire pourquoi est-ce qu'on pose la question. C'est pas uniquement parce que c'est too big to fail. C'est parce que c'est too big pour avoir un bon financement de l'économie réelle. Et c'est ça le sujet fondamental qui est posé en amont de toute la discussion qu'on va avoir. Ensuite, deuxième élément, il est évidemment très
localisé. Je veux dire, on n'aurait pas ce débat aux États-Unis. Pourtant, cette idée de la séparation bancaire, elle est née aux États-Unis. C'est un mythe qu'on ressort sur la base de l'expérience américaine. Et pourtant, on doit le relocaliser ici en Europe parce qu'on a une structuration autour de ces grandes banques. Mais ça m'amène à une difficulté, c'est qu'en réalité, lorsque l'on veut regarder la question de la structuration bancaire, il y a plusieurs sujets en fonction de la nature des systèmes bancaires de chacun des États membres. Et là, on va aborder un modèle qui est celui de la Banque universelle, alors qu'il y a d'autres modèles qu'il faut aussi regarder et qui, par exemple, ont un impact sur la gouvernance de Finance Watch. Je ferme le banc, mais j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce sujet. Tout le monde aura compris, en tout cas pour ceux à qui je voulais envoyer le message. Sur la question... Il y a eu un renversement de pouvoir à l'intérieur de l'organisation et à mon avis, ce n'est pas totalement indépendant des intérêts que certains défendent quant à la structure de leur propre modèle bancaire. C'est beaucoup plus clair ? Un peu. On s'expliquera peut-être après. Dernier point, avant de rentrer dans le dur du sujet, quand même, on va aborder cette discussion dans un contexte où l'union bancaire, quand même, a franchi des étapes majeures. Et ça nous éclaire quand même, enfin je veux dire, c'est quand même une des pierres de l'édifice qui est quand même importante à mettre en place avant. Est-ce que les 4 banques françaises sont systémiques ? Attendez, arrêtons de rigoler. Moi, je ne connais pas de banque qui ne soit pas systémique. Hein. Et je nous invite à regarder ce qui s'est passé en 2007. Les 2 banques, quand on est allé sauver, parce que c'était la catastrophe, Northern Rock, aucun d'entre vous ne connaissait Northern Rock avant. Bon, donc une banque, elle est par essence systémique. Quand en plus elle est non seulement too big to fail, mais too close to speak, hein, en collusion avec le pouvoir réglementaire, là il y a un vrai sujet. Donc c'est bon, non seulement sont systémiques, mais en plus elles nous posent à nous en France un problème particulier qui est le décalage qu'il y a entre l'excellence de notre système bancaire sur le papier et l'excellence du financement de notre économie réelle quand on compare avec, je crois qu'on a eu cette discussion il y a quelques années déjà, qu'on compare avec notre principal compétiteur ou l'économie avec laquelle on a tendance à se comparer, qui est l'économie allemande, qui soi-disant a un système bancaire qui nécessiterait d'être revisité de la cave au plafond, mais qui a une économie qui est plutôt bien financée. Est-ce que ça a joué un rôle sur la question de la stabilité ? Évidemment, moi je rappelle quand même qu'en 2008, lorsque ces banques ont été soutenues, ça a été fait sans condition, quoi. C'est juste, on oublie parfois de le rappeler, hein, ce qu'a fait le pouvoir à l'époque. Hein. Le pouvoir à l'époque n'a pas demandé que ces banques cessent d'intervenir dans les paradis fiscaux, qu'elles se préoccupent d'abord de financer les PME. On est en 2008, donc on est quand même dans un contexte où la situation aurait pu s'enclencher de manière un petit peu différente, qu'on arrête les stock options, ou qu'on autorise l'État à agir pendant une certaine période dans les conseils d'administration de ces structures. Sur la réduction de la taille, oui, je pense qu'il y a un enjeu sur la réduction de la taille, mais je nous invite quand même, nous Français, à faire attention, à être vigilants sur l'ensemble des dispositifs à regarder. Hein. Parce que bon, il faut être vigilant, mais pas maso. Hein. Et je dis pas ça pour dédouaner qui que ce soit. Je dis ça parce que simplement, je vois que c'est pas parce qu'on aura résolu ce problème-là qu'on aura résolu l'ensemble du problème de la structuration bancaire à l'échelle européenne. C'est simplement ça que j'indique. Sur la proposition Barnier, alors attendez, là il y a quelque chose là dans cette salle où j'ai senti des mouvements qui m'ont un tout petit peu surpris. J'ai compris qu'il y avait une loi qui avait été votée en France, qui soi-disant était, nous la croupions, elle a quand même permis de cantonner les activités spéculatives pour le compte propre des banques, ce qui est une action qui va dans le bon sens. À un moment où la droite a considéré que c'était totalement idéologique et inadapté, militant, dogmatique, et que Eva Joly a eu l'honnêteté de le dire, les écologistes avaient soutenu pour des bonnes raisons, y compris en termes de transparence, la proposition qui était sur la table. Mais on ne peut pas à la fois dire cette loi est une loi croupion et Barnier super-héros. Enfin écoutez, Barnier super-héros, s'il avait été super-héros... Attends. Non mais moi je m'en fiche.
Je m'en fiche parce que mon candidat, ça n'est ni Juncker ni Barnier, c'est un type qui s'appelle Martin Schulz et qui est bien mieux que ces deux candidats-là, y compris par rapport à notre sujet. Non mais je veux juste finir parce que je sens que mon temps est totalement épuisé. Mais on ne peut pas à la fois dire Barnier super-héros et dire loi Croupion en France. Et si Michel Barnier avait eu le courage de mettre ce sujet sur la table, qui était sur la table dans nos débats dès 2008, eh ben on n'en serait pas là. Il a juste laissé aux États membres le temps de faire leur petite loi pour aller à la négociation. Eh ben, je sais pas, ça m'est égal son calendrier. Non, c'est pas 2009, sa loi, il vient de la proposer et il considère que c'est l'héritage pour le mandat suivant. Et par rapport... en 2009, il avait qu'une chose à faire, c'était se dépêcher. Écoute, tu peux pas dire ça, vous pouvez pas dire ça, alors que... Mais non, mais... Oui, je vais 0 minutes, mais je vais encore dire 2 mots. Il met sa proposition à la fin sur la table, tout le monde l'a dit, en janvier de cette année. Donc qu'est-ce qu'il a fait depuis 2009 enfin? Bon. Ah ben d'accord. Bon. Et c'est très bien, il y a du débat. Non, un point d'accord sur la proposition Barnier, la question du pouvoir des autorités nationales, voilà. Ça va pas du tout. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci. Pas de pouvoir discrétionnaire. Merci. Bien. Le sujet est animé et c'est normal, hein, c'est un sujet à la fois difficile mais passionnant et qui a un enjeu, comme vous l'avez compris, absolument considérable. Et donc, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas bien le sujet, vous avez commencé à saisir les dimensions importantes. Et voilà, nous formons le vœu que dans la prochaine mandature, vraiment, vous puissiez avancer sur ce sujet-là, parce qu'en effet, les progrès sont encore à faire. Des progrès considérables à l'échelle européenne. Voilà, merci. Donc, on va passer maintenant à la deuxième table ronde sur un sujet un peu différent, même s'il est lié à celui-là. Donc, je vais laisser la parole aux animateurs et animatrices.